Alors, SSAS, c'est le moteur relationnel, faire son choix. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a deux raisons qui m'ont poussé à faire cette session. La première, c'est la volonté de faire une session moins technique. Bon, alors faire une session moins technique, quand on parle d'SSAS, ça fait tout de suite un peu peur, mais il y a moyen de faire des choses très simples avec SSAS sans vouloir faire ça toute sa vie et pousser ses connaissances trop loin. Donc la première raison, c'est ça, c'est les retours que j'ai vus sur mes sessions précédentes, parce que j'ai envie de toucher parfois un plus large public, pour les amener justement à ce genre de techno. Parce que c'est une techno qui reste un peu sur cette impression de boîte noire où il y a quelques personnes qui savent faire très bien, et puis bon, c'est un peu dommage parce que finalement des développeurs SSAS, j'en connais un paquet qui sont bons, et c'est un moteur qui, à mon avis, vaut vraiment le coup, sur certains aspects. Et l'autre raison, c'était justement présenter ce moteur à des néophytes, et présenter des cas d'usage pour lesquels il est performant, et pour lesquels il ne s'en sort pas du tout. Parce que trop souvent, c'est des choses que je rencontre chez quasiment tous les clients chez qui je vais, c'est ceux qui n'ont pas de cube, ils en veulent un, parce qu'il y a 4-5 ans c'était à la mode, 5-6 ans, et ceux qui en ont un, ils se disent mais est-ce que je pourrais pas tout faire avec le moteur relationnel? Et là, de ma part, ils attendent une réponse technique. Mais la réponse que je vais leur apporter, elle ne peut pas être technique, je vais leur retourner leur question, je vais leur dire, oui, mais vous avez besoin de faire quoi? Je ne peux pas répondre en disant, est-ce que il vous faut un cube parce que vous n'en avez pas un, ou vous en avez un, mais vous n'en avez pas besoin. Qu'est-ce que vous allez faire de vos données? La nature vraiment d'utilisation du moteur, elle est sur la typologie d'analyse que vous allez souhaiter réaliser, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, c'était orienté autour de ça, et forcément à un moment donné on va être confronté à la performance entre une requête SQL et une requête sur le moteur SSAS, forcément. J'en profite pour remercier tous nos sponsors sans lesquels ce genre d'événement ne pourra avoir lieu. Donc plus ils ont donné, ou plus ils sont investis, plus le logo est important. Mais chacun de compte, et ce serait... c'est une bonne chose qu'il y en ait qui reviennent tous les ans, des pyramides, des Microsoft, Selenza, des cubes, des boîtes comme ça qu'on voit à chaque fois. Supinfo qui nous accueille depuis quelques années maintenant. Enfin, c'est le deuxième événement ici. Voilà. Donc ça fait déjà 2 ans, donc merci à eux. J'en profite également pour remercier les travailleurs de l'ombre. Les personnes avec les t-shirts orange, caméraman, restauration, organisation, positionnement des gens dans les salles. Voilà. Sans ces personnes-là, c'est un événement qui serait forcément moins fluide et moins plaisant. Un petit mot rapide sur la structure pour laquelle je travaille. Donc nous n'avons pas été sponsors. J'avais déjà sorti cette phrase-là l'année dernière. Il en sera autrement pour les journées SQL Server à la fin de l'année. Il fallait choisir entre les 2 événements. Et on a pris celui sur lequel on avait plus de chances d'avoir des clients. Non, pourquoi les JSS? Parce qu'il fallait en choisir un. Et voilà. Donc Scopit, bon, on est une société de services qui tourne autour des prestations pour les technologies principalement SQL Server et BI. Mais on commence à avoir un pôle dev avec... donc on est 6, il y a un consultant très aguerri sur la partie dev, on commence donc à s'étoffer. Sur la partie gestion de projet, j'ai le plaisir d'avoir découvert un peu cet aspect-là et mis en pratique sur ma mission actuelle, qui mélange un peu les 2 aspects. Donc voilà, donc on tourne autour d'SQL Server principalement. La grosse particularité, c'est que nous sommes une scope. Donc je pourrais, et j'aimerais animer une session d'1 heure autour de qu'est-ce qu'une scope, pourquoi on l'a fait comme ça. Mais je vous invite à aller voir ce que c'est un modèle très intéressant. J'en profite également parce que ça on ne le dit pas assez, enfin mon collègue Charles-Henri qui a animé une session ce matin ne l'a pas assez dit. Nous sommes 6 et vocation à être un peu plus que ça, parce qu'on commence à avoir une certaine visibilité, donc on recrute. Voilà, si jamais vous connaissez des gens, voilà, si jamais vous connaissez des gens intéressés pour partager ce projet-là avec nous, on en serait très intéressés et très fiers. Voilà. Ça s'appelle c'est qui? Il y a un mail en bas, là, contact@scopit.com. Consultant 07. Ouais, le matricule est déjà prêt, le 7 n'est pas encore pris. Non, mais voilà, donc si vous connaissez des Charles-Henri, ou ma personne, Romuald, qui sont les personnes qui interviennent très souvent sur ces sessions, Thomas avait commencé à le faire un peu aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir.
Alors les différents points, par contre, c'est au niveau de la résolution. Vous voulez peut-être qu'on éteigne un peu, non? Je sais pas si vous voyez. C'est pas moi qui l'ai. Ok. Voilà. Session simple, plan simple. On va essayer de faire des choses simples et limpides. Donc les objectifs de la session, les différences entre les deux moteurs, les usages qu'on peut en avoir, et un petit versus entre les deux, une espèce de résumé ou de conclusion de la session. Alors, objectif de la session. Les différences techniques entre les deux moteurs OLAP, classique et relationnel. J'insiste bien sur moteur relationnel, je ne vais pas dire SQL Server, parce que souvent on fait l'amalgame, on dit SQL Server. C'est vrai qu'on se dit, bon, quand on parle d'SQL Server, on pense au modèle relationnel, donc les tables, les colonnes, les index et le SQL. Mais SQL Server, c'est toute une plateforme qui a tendance à s'étendre de plus en plus. Donc là, vraiment, j'attache une importance particulière aux mots, et je parlerai bien d'SGBDR pour la partie relationnelle et de moteur OLAP pour la partie SSAS. Donc des différences techniques. Alors pourquoi présenter des différences techniques? Parce que je pars du principe que même si j'ai voulu faire une session pas trop technique, vous avez une idée des différences entre l'OLTP et l'OLAP. Donc je ne vais pas trop revenir dessus. Là on va plutôt parler des différences qu'il existe une fois qu'on a les deux moteurs sous la main, comment ils se comportent. Au niveau de leur file system, au niveau de l'utilisation des ressources, des choses comme ça. Voilà pourquoi je parle de différences techniques. Les différences d'utilisation, donc ça c'est le résumé, transactionnel analytique, je vais revenir très peu dessus. Je pars du principe que c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler, pour lesquels vous avez quelques notions. Mais ça ne m'empêchera pas d'en parler un petit peu quand même. Et enfin, comparaison, alors j'avais commencé par mettre effort de développement, donc j'ai pas fait de slide spécifique dessus, mais je pourrais en toucher un mot quand même. On verra qu'il y a, en fonction du moteur qu'on utilise, des capacités qui sont natives ou non. Je vais prendre un exemple, les traductions sont natives sur le moteur OLAP, ça n'empêche pas de les avoir côté SQL Server. Mais à quel coût? Voilà. Donc on en parlera un petit peu. Et enfin, côté performance, on exécutera des requêtes sur les deux moteurs qui sont censées faire la même chose et on va voir comment elles se comportent entre elles. Et on verra qu'il y a certaines typologies de requêtes qui sont plus adaptées à un moteur qu'à un autre. Alors quand on parle, généralement quand on essaie de présenter la différence entre deux choses, on a tendance à faire un petit tableau avec un trait au milieu et c'est vrai que c'est la manière la plus simple de présenter l'info. Et pour vous montrer un petit peu à quel niveau je place la session, généralement, quand on demande une différence entre Analysis Services et le SGBDR, on nous répond ça. Et c'est grosso modo ce qu'il y a dans la tête des gens qui ne font jamais de dev dessus. La plupart des clients chez lesquels je vais, c'est Analysis Services, c'est un cube. Et ils oublient toutes les fonctionnalités qu'il peut y avoir autour. Si je demande à ceux qui ont déjà mis en place des cubes SSAS ici, combien ont déjà utilisé les actions? Ou les KPI. Bon, les KPI un peu moins. Mais les actions, c'est quand même un outil qui est relativement puissant et qui permet d'avoir une certaine interactivité avec l'outil. Donc, Analysis Services n'est pas qu'un cube avec des données préagrégées. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Et le SGBDR, ça, c'est des choses qu'on présente moins parce que, dès qu'on fait de l'informatique, on a l'habitude d'avoir la manipulation de tableaux. Un système de gestion de base de données relationnelle, c'est la manipulation de tableaux. On appelle ça des tables, il y a des lignes, des colonnes, et agrémenté de plein d'autres choses autour, mais globalement, on est bien plus à l'aise avec le vocable d'un SGBDR qu'avec celui d'Analysis Services. Bon, on va quand même aller un peu plus loin dans l'analyse. J'ai listé ici des différences, sauf, mis à part pour la première, mais c'est pour avoir un vocabulaire commun, que je vais juger vraiment des différences qu'on ne pointe pas assez, qui sont vraiment techniques. La grosse différence entre les deux, c'est la différence de vocabulaire. Alors l'objectif de la session n'étant pas de définir ce qu'est un groupe de mesure, une dimension, un cube, des perspectives, des agrégations et ce genre de choses, je vous les ai listés. Si jamais vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à intervenir pendant la session, vraiment n'hésitez pas. Mais il faut avoir ce vocabulaire-là en tête, de la même manière que lorsqu'on va chercher à développer des requêtes qui vont attaquer l'une ou l'autre des bases, avoir un vocabulaire qui soit correct quand on parle de MDX. Savoir ce que c'est qu'un tuple, un set, des choses comme ça. Bien l'avoir en tête. Parce qu'en plus, c'est accolé une notation bien particulière dans la requête. Donc il y a déjà une première grosse différence qui est le vocabulaire. On ne parlera jamais de table côté SSAS. Je l'entends de temps en temps. Côté SQL Server, je fais l'amalgame aussi, côté système de gestion de base de données relationnelle, c'est un peu plus long à dire, on a énormément d'outils qui nous sont fournis pour tout ce que j'ai appelé stratégie opérationnelle, suivi de la prod, en gros, gérer les aléas du quotidien de vos bases de données.
On a énormément de modes de sauvegarde et de restauration. On a une stratégie HADR, donc haute dispo et retour sur incident. Always On qui s'étoffe depuis la version 2012. On a tout un système de gestion de plan de maintenance. On va pouvoir justement capsuler ces process-là. Le ressource gouverneur pour la gestion de l'utilisation des ressources en fonction des requêtes que vous êtes en train d'exécuter, enfin en fonction des travaux que vous êtes en train d'exécuter. La gestion des rôles de sécurité sur le serveur. Vous pouvez avoir un rôle super admin ou alors déléguer certaines tâches de DBA à d'autres personnes sans pour autant qu'ils puissent faire tout et n'importe quoi. Donc on a, je ne vais pas tout lister, hein, mais on a énormément de possibilités côté base de données relationnelle. Bah, côté SSAS, on a à peu près rien. En gros, le mode admin, côté SSAS, je parle admin serveur, je ne parle pas de droit sur les données. Hein. Il se cantonne à on est admin, on ne l'est pas. On a quand même une petite différence, c'est est-ce qu'on a le droit de redémarrer le service, mais ça c'est des droits au niveau de l'OS, c'est plus des droits au niveau des SSAS. Donc en gros, c'est est-ce qu'on est dans le groupe de sécurité admin ou pas, relativement basique. Et la restauration, c'est beaucoup moins étoffé que sur la partie SGBDR. Tout le monde a essayé de faire des backup restore SSAS. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on backup la structure et on processe le cube derrière. On ne s'amuse pas à backuper le cube avec les données. Ça peut arriver, mais bon, c'est assez moins fréquent. Autre différence, et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'est pénible à chaque fois que j'ai à y toucher, c'est le système de fichiers. Côté SQL Server, là, dans la base que j'ai montée en exemple, on a 36 fichiers de données. Et encore parce que j'ai partitionné par mois pour une table. Sinon, j'en avais deux. La log et le fichier de data. Mais grosso modo, sur une base de données, vous allez avoir une structure de fichiers qui est relativement basique. Des MDF, des NDF, les LDF, vos bases système, et ça se cantonne à peu près à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà été regardé dans un data file SSAS, c'est quand même largement autre chose. Il y a tout un tas de fichiers. Il y a des fichiers qui peuvent s'apparenter à ce qu'on a sur les bases système côté SQL, qui sont des fichiers XML, hein, les master.vmp et autres, mais qui sont absolument pas gérables à la main. C'est-à-dire que si vous avez un fichier qui bouge, généralement, ce que vous faites, c'est que vous faites un drop du fichier de data, vous redémarrez l'instance, il reconstruit tout. Et vous n'avez pas d'autre choix que ça. Et il n'y a pas d'autre choix de toute façon. J'avais commencé à toucher un peu à la main quand j'avais besoin pour faire des restores un petit peu particuliers. Ça prend tout de suite des jours. C'est pas que c'est pas faisable, c'est qu'il faut faut savoir connaître chaque paramètre, ne pas oublier une petite parenthèse mal placée ou des choses comme ça. Donc il y a un système de fichiers qui est très complexe. Il y a beaucoup trop de fichiers. Il faut savoir que ça peut poser des problèmes au niveau du système d'exploitation qui ouvre des handles sur vos fichiers pour aller les gérer, pour faire ces opérations de lecture-écriture entre autres. Windows Server jusqu'à la version 2008, ça fait longtemps que j'y ai pas touché à ce niveau-là, mais jusqu'à la version de serveur 2008 avait des problèmes parce qu'il ouvrait trop de handles sur les fichiers SSAS. Tout simplement parce que la base avait beaucoup trop de fichiers. Donc c'est une particularité des SSAS qui est désagréable, mais pour laquelle malheureusement on ne va pas avoir trop de choix, parce que de l'organisation du système de fichiers dépend les objets qu'on va créer sur SSAS. Je ne vais pas vous faire le détail du système du data file SSAS. D'ailleurs, il y a un très bon bouquin là-dessus. Il n'y en a qu'un seul sur lequel j'ai trouvé des infos. C'est le SSAS Unleashed, que j'ai dans mon sac depuis presque 5 ou 6 ans, depuis que je travaille en fait. C'est le seul bouquin dans lequel il y a SSAS Unleashed. Je vous le redonnerai à la fin. Voilà, c'est la Bible SSAS. Il y a d'autres très bons bouquins, mais pas aussi poussés sur ce niveau-là. Il y a des fichiers dédiés pour la gestion de vos chaînes de caractères, pour les agrégations, tout ce qu'on appelle les data stores, pour les partitions, pour qu'SSAS puisse retrouver les fichiers dans le répertoire, parce qu'on a un répertoire par partition, puis un répertoire par cube, puis un répertoire par dimension, puis un répertoire pour toute la base. Voilà. On a une arborescence qui est très complexe et difficile de pouvoir la gérer à la main, contrairement à la partie SQL qui est bien plus simple et bien plus concise. Autre différence, alors là par contre, c'est quelque chose que je mettais toujours en avant pour SSAS, qu'on a un peu moins maintenant depuis la version 2016 du SGBDR, c'est la sécurité fine au niveau des données. Au niveau des SSAS, si je souhaite que Toto puisse voir le CA de 2013 généré sur la région PACA, je peux le faire. Et si je souhaite qu'il ne voit pas ce qu'il y a en dessous, je peux le faire aussi. Côté SQL Server, on avait possibilité de le faire. Avant la version 2016, encore une fois, à quel prix ? Ça veut dire positionner peut-être des triggers, aller chercher le user, avoir une table de gestion des droits. Donc en termes de droits, en termes de performance sur les select, les insert et les delete, c'est absolument horrible. Et en termes de temps de dev, je ne vous raconte pas non plus la charge qui va être induite. Christophe en a parlé un petit peu ce matin. On a le Relevel Security qui est arrivé sur 2016. Il permet de pallier un certain nombre de problèmes qu'il y avait justement sur le paramétrage de sécurité côté SGBDR. La question que je me pose, et je n'ai pas trouvé la réponse, donc je ne pense pas que ce soit le cas,
Très bien, on peut donner les droits ou refuser des droits sur certaines lignes. Comment ça se passe pour les agrégations? J'ai pas le droit sur les 500 lignes, effectivement basiques. Si je fais un groupe by, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, je ne suis pas censé avoir les droits sur la somme. Le problème, c'est que je voudrais donner les droits sur la somme, mais pas sur le niveau de détail. Donc je ne pense pas qu'on puisse encore faire ça avec SQL 2016. Mais ça reste à voir, c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment pas sûr. Donc ça, c'est quelque chose de très confortable côté SSAS, et en plus, au niveau paramétrage, ça se fait relativement bien. Au prix de quelques petites manipulations MDX de temps en temps, mais c'est pas bien méchant. Dernier aspect technique très différent, et là c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup touché, c'est l'utilisation des ressources. Côté SQL, on a relativement quelque chose de linéaire, c'est-à-dire que s'il a 60 Go sur le serveur et qu'il est capé à 40, il n'ira jamais au-dessus SQL. Il va commencer à faire du swap intensif, vous allez perdre en perf, mais vous garantissez qu'il ne va jamais aller au-dessus des 40 Go. Côté SSAS, c'est complètement différent. Là, c'est un graphique que j'ai pris. Alors, les deux courbes sont décorrélées, hein, ce n'est absolument pas la même activité. En vert, vous avez l'utilisation de la RAM qui a été observée sur un serveur SSAS, et en rouge, l'utilisation de la RAM sur un serveur de base de données relationnelle. Bon, sur la partie relationnelle, vous voyez que c'est relativement linéaire, hein, sauf là où ça, c'est soit un crash, soit le redémarrage d'un serveur, mais grosso modo, il consomme en fonction des besoins, et puis à un moment donné, on l'a capé à 25 Go. À SSAS, j'ai beau l'avoir capé à un moment donné à 50 Go, on voit qu'il passe les 60 une fois et qu'il passe les 50 une deuxième fois. Si jamais il a besoin de plus SSAS, peu importe ce que vous allez lui imposer comme restriction, il va les consommer. La seule chose qui va changer, c'est la manière dont il va recycler la mémoire. Et pour ça, vous avez tout un tas de paramètres. Je ne vais pas vous les détailler parce que je l'ai fait dans une autre session. Malgré le fait d'avoir 4 paramètres de gestion de la mémoire sur SSAS, il n'y en a pas un seul qui va vous caper SSAS en disant si tu es à 40, tu ne passes pas les 40. C'est lié, alors il y a plein de raisons à ça. La première, c'est que si vous êtes, pour le processing, je ne vais pas le dédier, je vais pas le définir, mais au moins pour les requêtes MDX, pourquoi est-ce qu'il a besoin de dépasser de temps en temps en SSAS, si vous avez correctement modélisé, si vous avez des requêtes qui sont bien écrites, il y a ce qu'on appelle le block computation. Il va récupérer un certain nombre d'infos en un bloc. Si ce bloc-là fait une certaine taille, il ne va pas pouvoir le tronquer. SSAS, c'est un modèle dimensionnel, enfin c'est un moteur dimensionnel. Une fois qu'il a extrait une partie des données, ce qu'on appelle un sous-cube, malheureusement, il ne va pas pouvoir en faire un sous-cube tout seul pour se dire « Ah, attention, j'ai que 20 gigas, le sous-cube que je dois monter, il en fait 30, je vais en prendre qu'une partie maintenant et le reste après. » Ça, est-ce que le serveur peut le faire via le swap? SSAS, c'est pas faire. Donc voilà pourquoi on se retrouve finalement avec un comportement de consommation de RAM qui est complètement erratique sur SSAS et qui est assez prédictible côté SQL Server. C'est généralement pour ça qu'on dit toujours que sur un serveur, il ne faut pas avoir et la partie base de données relationnelle et la partie SSAS en même temps. Parce qu'on est incapable de dire jusqu'où SSAS va avoir besoin de consommer de la RAM. C'est pareil pour le CPU. On est incapable de dire jusqu'où SSAS va avoir besoin on peut pas définir à l'avance la quantité de RAM qu'il va consommer. Côté SQL, c'est relativement simple. Hein. Vous avez une table, vous avez le poids d'une ligne, vous avez le nombre de lignes. Voilà. Vous savez ce que vous allez être capable de monter en cache ou pas. Donc là, grosse différence là-dessus. C'est généralement pour ça que quand il y a un DBA dans une société qui s'occupe de la partie relationnelle, généralement la partie SSAS, quand il y a un problème, c'est reboot serveur, on ne va pas plus loin. Parce que c'est vraiment une autre approche en termes de prod, en termes de gestion de prod. Du coup, quelques différences en termes de préco-serveur. Bon, ce que j'ai exposé là, c'est mon ressenti par rapport à ce que j'ai pu voir quand je suis intervenu chez mes clients, mais là, vous avez un classement par moteur de ce qui est pour moi le principal point de contention qu'on va rencontrer à chaque fois qu'on a à intervenir pour des problèmes de perf. Côté SQL Server, c'est généralement les disques. Généralement, quand on a un mauvais sous-système disque, vous avez beau avoir la RAM et le CPU qu'il faut, c'est là-dessus que vous allez chercher à gagner en performance. Et c'est pas pour rien que depuis 2012, vous avez le column store index, et depuis 2008, la compression de données. La volonté, c'est de pouvoir réduire les IO disques, et même, limite, ne plus avoir à les lire sur le disque, mais d'avoir tout en RAM. Donc, premier point de contention côté SQL, c'est vraiment la partie disque. Côté CSS, on l'a vu, hein, la partie RAM, il utilise intensivement la RAM pour plein d'opérations. Hein. Quand vous allez faire du processing, il va aller mettre les données en RAM avant de pouvoir les écrire. Quand vous allez calculer vos agrégations et vos index, il va ne le faire qu'en RAM. Donc ça, c'est pareil, il faut faire attention à la quantité de RAM qu'on va mettre sur le serveur. Donc ces premiers points de contention, c'est d'autant plus important pour la partie tabular. Là, je parle que du moteur Molap, hein, mais pour la partie tabular,
c'est même encore plus important parce qu'il ne va stocker de l'information qu'en RAM. Je reviendrai sur Tabular après. Côté CPU, côté SSAS, il va avoir besoin de calculer, quand il ne les a pas, certaines étapes intermédiaires de calcul, des agrégations notamment, à la fois lors des requêtes des utilisateurs, mais également pendant le processing. Généralement, quand on va faire du process de cube SSAS, on divise les tâches en deux. Le process data qui est intensif en termes de disque, et en RAM, le process index qui va être intensif en termes de CPU, parce que c'est là où il va réaliser toutes les opérations de calcul. Bah, côté SQL Server, ça va être la RAM notre problème, notamment tout ce qui concerne le buffer manager. Donc le buffer manager, c'est tout ce qui va être attribution de l'espace en mémoire pour une page de données que vous allez extraire du disque, par exemple. Et enfin, j'aurais pu mettre également ici, côté CSS, le disque, mais c'est pas le premier point de contention, enfin c'est pas le troisième point de contention qu'on retrouve, c'est souvent le réseau. Et principalement pour une opération, c'est la mise à jour de vos données. Là, j'interviens chez un client, un jour de temps en temps par semaine, où ils n'ont absolument aucun problème d'infra interne au moteur. Par contre, dès qu'il faut qu'ils sortent pour aller requêter la base SQL qui se trouve en Inde, forcément, le temps de processing peut prendre allègrement 2-3 jours pour seulement une centaine de gigas de data. Bon, le réseau est pourri entre deux, mais... Donc pensez à ça, hein, les problématiques réseau sur SSAS sont importants, et on en souffre principalement pour la mise à jour des données. Côté CPU, pour la partie SQL Server, on en a surtout besoin pour les opérations de compression-décompression. Si vous avez vos données de compressées dans vos tables, vos index, entre autres, l'opération de compression-décompression, elle a lieu à chaque lecture. Donc pensez-y. Vous allez avoir, certes, des I/O d'économiser, parce que vous allez lire moins de paquets de data. Par contre, vous allez avoir forcément un overhead CPU. Et les environnements multi-utilisateurs, mais ça tombe sous le sens. Alors pourquoi? J'ai parlé rapidement de Tabular, j'en parlerai pas pendant la session, parce que ça va faire maintenant 4 ans que c'est sorti, j'en ai jamais vu un seul chez un client. Enfin, un, mais c'est pas moi qui l'ai fait. J'y ai à peine touché. Et est-ce que vous en avez, vous, du Tabular qui fonctionne? Un, deux. Toi, chez Bilal, t'en avais pas vu, non? Enfin, qui fonctionne, qui est utilisé en prod. Hein. Ouais. Voilà, ok. C'est casse-couille en termes de déploiement et de tout ce qui est. C'est vraiment chiant. Bah, et puis, quand on a connu Multisim avant, effectivement. on a l'impression de revenir à l'âge de pierre. Complètement. Moi, le Tabular, je m'en sers quand j'ai besoin de faire. Encore une fois, je tenais ce discours-là il y a 3 ans, mais ça n'a pas changé, c'est dommage. Hein. Je m'en sers pour faire des POC rapides. Par contre, si vous avez une base à développer, c'est nickel. Hein. Vous importez vos tables, hop, process, et vous avez votre structure en RAM. Et donc, pour démontrer la puissance d'un SSAS avec un TCD derrière, pour faire une presse chez un client, 1 heure avant, ça suffit. Quoi. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à m'en sortir autrement qu'avec ça, et pourtant, c'est une solution que j'adore. Hein. J'avais beaucoup analysé le fonctionnement du moteur, et je trouve que c'est exactement ce qu'a repris pour le Column Store Index. Hein. Il n'y a quasiment rien qui change. Je trouve que c'est une jolie solution technique, mais malheureusement, qui n'arrive pas à percer. Du coup, maintenant qu'on a fait la présentation des principales différences techniques, les différents usages. Alors on va prendre un cas. Là, on a besoin d'assurer l'enregistrement d'informations depuis notre application. Donc on a de nombreuses petites transactions, par exemple de la saisie de commande. Imaginez que vous soyez sur votre site internet de vente de chaussures préférées. Il y en a certains dans la salle qui bossent pour Sarenza. Et on a besoin d'assurer la saisie de cette transaction, son suivi, son enregistrement, ainsi de suite. Ça m'arrive de temps en temps qu'on me demande, mais est-ce que SSAS n'est pas capable de faire ça? On a plutôt tendance à répondre non, mais est-ce que c'est vraiment le cas, à votre avis? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment hors de portée des SSAS? Je fais de la saisie de commande et j'enregistre ça dans ma base SSAS. C'est jouable? Vraiment, vous le pensez vraiment? Sauf si on fait des éléments de relap pour les renseignements, les stocker dans la... Alors, ouais. Le write-back, là, c'est vraiment notre utilisation. Imaginez que là, vous avez une appli web qui écrive dans une base et qu'elle doit écrire votre référentiel de base, c'est la base SSAS. Bah, c'est pas jouable. Pour la simple et bonne raison que la mise à jour d'une base SSAS, c'est ça.
Quand vous allez mettre, quand vous allez mettre à jour une base SSS, vous avez une opération qu'on appelle le processing. C'est 3 opérations très lourdes. Hein. Une lecture, qui va être de plusieurs types. Soit vous êtes en process full et là vous ramenez tout, soit pour une partition, vous êtes capable de faire du process add. Ça veut dire que vous êtes capable d'identifier les lignes qui ont bougé. En termes de dev, c'est important. Si je fais de la saisie de commande et que j'ai 3-4 000 transactions à la minute, ça veut dire que vous allez faire des refresh toutes les minutes de 3-4 000 lignes de votre base SSAS. Autant dire que votre utilisation de cache, elle va être nulle. Parce qu'à chaque fois que le groupe de mesure il est mis à jour, le cache du groupe de mesure est vidé. Donc l'expérience utilisateur, elle en prend quand même sacrément un coup. Vous avez une opération d'écriture. J'ai dit que le disque n'était pas un problème de performance sur SSAS parce que ces opérations d'écriture, elles ont généralement lieu quelques fois par jour. Quand je processe, une fois la nuit, peut-être de temps en temps. Pour certains clients, on met à jour la base SSAS une fois en fin de mois. Donc ces opérations d'écriture, quand elles vont commencer à devenir trop importantes, il faut savoir qu'SSAS, il écrit dans des structures de fichiers qui lui sont propres, et derrière, c'est du XML. C'est du XML pour SSAS, du XML1, mais les structures, il y a des structures binaires, mais c'est principalement du XML. On n'écrit pas aussi rapidement dans du XML que sur des structures de fichiers dédiées, comme peuvent l'être les MDF côté SSAS, côté SQL Server, côté SGBDR, ou encore les fichiers RAW des SSIS, quoi. Donc on n'a vraiment pas les mêmes temps d'accès. Ensuite, il y a une troisième opération qui est l'agrégation et l'indexation. Si vous touchez un petit peu à vos données ici, là, vous mettez à jour des dimensions, vous allez devoir recalculer les agrégations et les index des groupes de mesures rattachés à cette dimension. Donc non, la saisie de petites commandes, enfin de petites transactions comme ça, c'est absolument pas SSAS qui peut le gérer. SSAS va servir à autre chose. L'autre chose qui nous fait dire que c'est la partie SGBDR qui va le gérer, c'est tout ce qui va être inhérent à ce qu'on appelle la norme SQL, je pense notamment aux formes normales, mais les contraintes d'intégrité. Donc certes, quand on va chercher à alimenter un dataware de 300 Go en une nuit, on se pose encore la question de savoir s'il faut des contraintes d'intégrité ou pas. C'est un éternel débat. On se pose d'ailleurs encore la question de savoir s'il faut les gérer côté base ou côté code. Ça, c'est un autre débat également. Mais vous avez toute une panoplie de gestion de la performance, de sauvegarde, d'administration et de gestion de la cohérence de données que vous avez sur SQL et sur laquelle vous avez la main. Sur SSAS, vous ne connaissez absolument rien de tout ça. Hein. Tout ça doit être fait en amont, côté SSAS. Donc c'est bien plus souple de le faire côté SGBDR. Le cas numéro 2, imaginons qu'on ait des transactions volumineuses mais peu nombreuses. L'analogie, c'est le déplacement des données de production de la journée vers un autre référentiel. Alors, j'ai pas voulu parler de dataware, mais on est clairement là-dedans. Quand je vais alimenter un dataware, est-ce que c'est quelque chose que je vais pouvoir faire côté SSAS ? Ah là, je dirais que ça dépend fortement du provider que vous allez avoir en source, celui qui va lire, et du provider de destination, celui qui va se charger d'écrire les données. Et ça va dépendre également fortement des ressources du serveur. Donc sur ce cas-là, on a un problème de problématique. On a mal posé la question. L'objectif, c'est pas juste de déplacer des données, c'est de savoir ce que vous allez faire de vos données. Et c'était un petit peu le sens de la... C'était un petit peu le sens de la session. C'était être capable de dire, ouais, mais je suis pas là pour vous mettre un cube en place parce que vous en voulez un, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos données. Ben là, c'est exactement ça, c'est le problème. Le problème est mal posé, en fait. Du coup, pourquoi vouloir consolider nos données? Donc là, on a un besoin, voilà, une vision de notre activité sur 3-4 axes d'analyse. Exemple, analyse du chiffre d'affaires sur une période de temps, par région géographique et par catégorie de produits. Pour répondre à cette problématique, on a donc à notre disposition deux outils qui sont le SGBDR et SSAS. Et autant sur la problématique de gestion de petites transactions, c'était assez limpide d'avoir à utiliser le SGBDR, autant pour cette catégorie-là, il y a 4 ou 5 ans, j'aurais répondu SSAS et rien d'autre. On va voir qu'il en est un petit peu autrement aujourd'hui. Là, je vous ai mis... Je vais d'abord vous faire le... Je vais d'abord vous faire ça. Alors. La base d'exemple, c'est la fameuse base de vente de vélos. Encore et toujours. Mais elle a été quand même un petit peu dopée. Le nombre de commandes s'élève à... Enfin, le nombre de lignes de commandes s'élève à 205 millions. Enfin, 200 millions, grosso modo. Il fallait un petit peu de volumétrie pour pouvoir tester correctement l'aspect performance. Donc on a une table de fait qui fait 200 millions de lignes de commandes.
Et notre objectif, c'est de ressortir, donc on l'a dit, je ne sais plus comment c'était formulé, de ressortir, c'était quoi, du chiffre d'affaires pour une période de temps, pour une région géographique et par catégorie de produits. Bon, la requête est un petit peu différente, mais on va s'en accommoder. Donc on a une base SQL qui fait 200 millions de lignes, le reste du référentiel n'a pas bougé. Hein. C'est pas celle-là. Je dois avoir la requête SQL qui traîne quelque part. Ouais, désolé, il y a des trucs perso. Je suis très vieille France, fin du 19e, la commune, tout ça. Bon, bah tant pis, je vais les ressaisir à la main. Est-ce que c'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. Non, ça c'est une requête de processing, ça. Bizarre quand même, ou alors je l'ai mis dans un... Ah, j'ai peut-être mis là. Non plus. Bon. Bon, on va les ressaisir à la main. Donc côté SQL, qu'est-ce qu'on nous a demandé? C'est fact internet, il va pas vouloir me donner le... C'est juste que je suis pas connecté. Voilà. On va aller sur notre base là. Donc on va faire un select fact internet sales. Alors pourquoi il y a plusieurs versions de la table, on va le voir tout à l'heure. Donc on va, je vous apprends pas à faire un select, on va aller chercher le sales amount. On va aller chercher le sales amount, on va faire une jointure avec la dim time, c'est dim date, pour aller retrouver le mois. f.orderDateKey. Ce qu'on va aller récupérer, c'est de s'appeler English month name. Paf. Là, on va faire le group by qui va bien. La fonction d'agrégation. Tac. Et puis on va le faire, on va... Qu'est-ce qu'il y avait côté MDX? C'est pas celle-là, c'est l'autre. Ah, j'ai bien les requêtes MDX, j'ai pas les requêtes SQL. Ouais. Alors on a affiché quoi? On a affiché le pays du client, donc il va falloir qu'on aille récupérer le client. Ça doit être dim customer, j'imagine. C'est on. Je dois avoir une customer key que je retrouve ici également. Va falloir que je fasse une jointure avec la partie géographique. La géographie key doit être égale à celle qu'il y a chez le client. Et ici on affiche le région English Country Region Name. Voilà. Je pense qu'on doit avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on avait côté MDX. Quand même le vérifier. Et on est sur l'année 2013. Je dois avoir un calendrier derrière, voilà, égal 2013. Donc sur l'année 2013, je veux extraire mon chiffre d'affaires. Sur une base SQL classique. Donc là, je suis en train, en gros, de parser quasiment 200 millions de lignes. La requête va prendre un petit peu de temps, donc on va... Là, ce que je fais en fait côté SSAS, c'est la même analyse que tout à l'heure, la même analyse que celle que je viens de faire côté SQL. Seulement, j'ai les résultats quasi instantanément. Je pense que là, elle est encore en train de tourner à côté. Est-ce que vous savez pourquoi? Là, on touche à la différence d'organisation et de gestion du moteur et des données qu'il a administrées. C'est bien meilleur MDX.
Les données sont Hein déjà agrégées côté. Bien meilleur en MDX qu'en SQL et on le sait pas. Elle est propre ma requête SQL, non? C'est quoi cette indentation C'est un somme et un gros de bail. Ah, par contre, l'indentation SQL, j'ai jamais. Ça a toujours été. Quoi, vous indentez le from et le inner en dessous à gauche là? C'est pour ça que ça rame. Ça rame. Le moteur de il va arriver ça, il sait pas. Et non, je te lâche, j'y touche pas. Bon, alors, mis à part le fait que la requête MDX soit mieux écrite. À votre avis, d'où vient la principale différence? Là, je suis déjà à 1,20. Et les agrégations? Les agrégations. Alors ça, de toute façon, je m'attendais à cette réponse-là. Il y a toujours la question qui vient derrière, qu'est-ce que c'est? Dans le map, en fait, ils sont déjà agrégés. Et là, on est en train de parser par la suite. Il va filtrer, il va donc process la logique de répondre à la requête. Ouais. Ça répond. Ah, ça y est. Ça répond pas à ma première question. Qu'est-ce qu'une agrégation? Précalculation au niveau par an. Ouais. Ouais, c'est pas évident comme question. Enfin, la réponse n'est pas évidente, la question elle est facile. Qu'est-ce qu'une agrégation? Ça agrège au niveau par an, ouais, on commence à voir certains aspects de ce qu'est une agrégation. Bah, je vais vous aider. C'est le croisement des données entre les indicateurs et les axes d'analyse. Qui le détermine ça? En fait, sur OLAP, on a la possibilité de choisir en fait les agrégations, de personnaliser en fait les agrégations. Il y a la possibilité de le faire sur OLAP. Et si on ne le fait pas? Côté en fait performance. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y en a des... Elle va le faire en fait à la volée. Donc Ça ne sera pas stocké. il y en a des agrégations? Si on ne fait rien, il y a des agrégations par défaut sur les cubes? Non. Ah, ça c'est un point important. Parce qu'à chaque fois, et je pense qu'il y a une bonne partie des clients pour lesquels j'ai fait du SSAS, ils me disent ouais, on a un cube et puis on a des agrégations, c'est pour ça que ça va vite. Ouais, il y a une petite DMV qui vous permet d'avoir par partition la taille des agrégations. Souvent c'est 0. Pourquoi est-ce qu'il arrive à s'en sortir SSAS? Il n'y a pas d'agrégation mais il est quand même plus rapide. Ouais, t'as pas d'interface. Si. non mais si on n'avait pas eu, il aurait répondu quand même en 4-5 secondes. Pourquoi est-ce qu'il est quand même plus rapide? Il est fait pour ça, ouais. Il fait déjà calculé. C'est un pré. Là, en gros, il y a une agrégation qu'il faut calculer, c'est le croisement de l'axe calendrier, de l'axe customer, de la partie géographie. Voilà, ça c'est l'agrégation qu'il doit calculer. Si on lui demande pas de le faire, il va être quand même beaucoup plus rapide qu'SQL Server. Pourquoi? Ouais, c'est le mot que je voulais entendre, mais ça suffit pas. Qu'est-ce qui est lié au storage? Ouais, mais quel aspect du storage va permettre de l'être plus rapide? Ouais. Quel aspect? Bah si, vas-y. En fait, il utilise la RAM en fait pour faire les agrégations. Ouais, il utilise la RAM et pas le disque. Oui. Si j'ai un cube de... si j'ai une base SQL de 400 Go, est-ce qu'il va y avoir 400 Go... base SQL, hein. Est-ce qu'il va y avoir 400 Go de data à remonter côté SSAS? Pourquoi? Puisqu'en fait, comment il filtre d'abord avant d'agréger, je pense. Non. Il est en train de il passer. récupère que les nœuds. Non. Oui. J'ai 400 Go de data dans mon dataware. Ouais. Quelle va être la taille de mon cube? Vous savez pas, mais à peu près. Plus ou moins? Pourquoi? Parce que c'est mieux rangé. Parce que? C'est mieux rangé. La chambre. Ouais. Pourquoi est-ce que ma base SSAS est moins lourde que mon cube? Que ma base SQL? Il y a plus de comme tout à l'heure. C'est très simple, hein. La réponse elle est relative, enfin, Parce que les données ne sont pas stockées. de la même manière. Ouais. Elles sont stockées comment? En colonne. Ouais, bah c'est un peu, ouais, c'est pas du stockage en colonne, mais que permet le stockage en colonne par rapport à du stockage en ligne? La compression. Le simple facteur de performance sans agrégation entre un moteur SSAS et un moteur SQL, c'est la simple compression des données. Là, je vais vous donner un exemple. Hein. Là, ma base SQL, elle fait... Ça y est, on a commencé une session technique. Non. Je pense que pour Filer, vous attendez un peu. Ma base SQL fait 243 Go moins 50 de libre, donc elle fait 190 Go. Ma base SQL. Ma base SSAS, elle fait 17 MB. Voilà, le ratio est très important. Ça va être ma prochaine question. Mais effectivement, vous avez des bases SSAS qui, nativement sans agrégation, vont faire 5 à 6 fois moins en termes de taille qu'une base SQL. Donc c'est 5 à 6 fois moins de data à lire. Et en plus de ça, ça a été dit tout à l'heure, il range mieux les données. Il a une organisation des données qui est faite pour.
Côté SQL, ce que vous avez comme possibilité d'amélioration pour les perfs, c'est les index. Côté SSAS, il le fait nativement, il le fait pour vous. Maintenant, c'est l'autre question. Pourquoi est-ce que je passe de 190 Go à 17 MB? Bah, il charge pas les données. T'as pas toute la base. J'ai pas toute la base, non, je vous rassure, j'ai toutes les données. Ah, j'aurais triché là. T'as pas la même Il granularité. charge pas de données. Si, je peux aller chercher la même granularité de données. C'est pas à cause du mode de stockage? Non, c'est du MOLAP. C'est pas le mode de stockage. Ça aurait pu être du ROLAP, effectivement, et on a que les métadatas. Je suis en full MOLAP, sur une base qui a toutes les données de la base SQL. Comment je passe de 190 Go à 17 MB? Il y a de l'archi en max avec les commentaires d'équipe. Non. Comment j'ai fait pour alimenter ma base, pour la passer de 60 000 lignes à 200 millions? Ma base initiale, ma table de fait 60 000 lignes. Là, elle en fait 200 millions. Je suis feignant, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la recopie. Ah oui, Et ça, il s'en sort très bien. C'est comme le moteur de Column Store Index. Hein. Et SSAS au niveau de compression pour la redondance des données. De toute façon, la compression, ça se base sur la redondance des informations. Tous les algos de compression se basent dessus. Bah, SSAS, il sait très bien faire ça. Bah, là, j'ai tout simplement fait de la recopie de données. Et étant donné que j'ai le même chiffre d'affaires pour le même client, il y a juste le numéro de commande qui change, bah, il a stocké 180 millions de commandes, de numéros de commandes, mais toutes les données, après, sont les mêmes. Donc voilà pourquoi, d'un côté, je suis capable de faire des analyses et des agrégations de 200 millions de lignes en quasiment une seconde côté SSAS, et voilà pourquoi je le fais en 1 minute 42 côté SQL. En trichant. Bon, effectivement, le ratio de compression n'est pas révélateur, mais c'était pour mettre en exergue ce point-là. Du coup, vous avez vraiment deux opérations distinctes. Côté SQL, vous avez ce qui s'apparente au plan d'exécution, très simplifié. Hein. Mais ce qu'il va faire côté SQL, c'est qu'il va d'abord parcourir la table des clients, puis la table géographie, puis la table temps. Il va faire les jointures qui vont bien. Alors, j'ai pas mis parcourir, j'ai mis identifier côté vente, parce que c'est pas la même opération qui est réalisée sur les tables. Il y en a un, c'est un scan, l'autre, c'est un seek. Tout simplement parce que là, il y a un index cluster qui est bien mis. Il fait les jointures qui vont bien, la jointure de mon résultat, il fait l'agrégation. Donc là, il se passe 1 minute 40 pour que SQL puisse faire ce résultat. Si j'ai bien fait mes opérations et mes agrégations côté SSAS, il va faire juste 72 opérations de lecture. Pourquoi 72? Parce qu'il y a 12 mois fois 6 pays. Et j'ai déjà précalculé ce croisement-là. Et comment je l'ai précalculé, ce croisement-là? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dans la partie agrégation, je vais passer en mode avancé parce que c'est là où on les voit le mieux. Je dois avoir, alors je crois que c'est, vu que c'est moi qui l'ai créé, ça va être la dernière. Dans la partie date, voilà, là j'ai le month of year. Dans la partie customer, je dois avoir le country qui est là, c'est ça. Et le dernier élément, c'était quoi? La date, le customer. Il y en avait un autre, non? produit catégorie. Non, je ne l'ai pas inséré dans la requête. C'est géographie, c'est. Donc c'était ça, donc c'était le country, le mois, ouais, c'est tout, le country et le mois. Donc j'ai déjà en fait designé mon agrégation côté SSAS. Donc il a 72 opérations de lecture à faire, point final. Et il a calculé, quand je lui demande de calculer ces agrégations-là, il le fait pour tous les niveaux successifs. D'accord? Donc effectivement, c'est le moteur d'agrégation des SSAS qui permet d'avoir ce gain. Comment je peux m'en sortir côté SQL Server à votre avis, pour améliorer les choses? Là, je suis à 1 minute 42 là. La frontale d'index column store, ça va permettre de. L'index column store. Ouais, mais bon, ça... Ouais, c'était la dernière, là, tu m'as bouffé 5 minutes de session, là. Donc là, en fait, j'avais un cluster d'index qui était positionné sur autre chose que de la date. Ce que j'ai fait après, c'est que j'ai positionné mon index cluster sur... Là, il était positionné sur la table V2, il était positionné sur l'order date. Là, je l'ai positionné sur l'année. Donc, je ne vais pas vous la laisser tourner. Elle va prendre environ 1 minute quelque chose. Donc, effectivement, l'une des manières que l'on a d'améliorer les performances côté SQL, c'est de jouer sur les index. Donc là, je suis passé de la V2 à la V3 en changeant la colonne qui était sur l'index cluster. De la V3 à la V4, j'ai juste ajouté de la compression. Ça marche très bien dans mon cas parce que j'ai une base qui est assez linéaire et il y a une grosse table. J'ai pas énormément d'opérations à faire. Donc la compression me permet de gagner de la performance parce que j'ai moins d'IO à faire. Mais vous verrez que le ratio n'est pas énorme. Entre la V3 et la V4, je gagne, je passe de 80 à 50. Ça fait quelque chose comme un peu moins de 20%. Là, le ratio n'est pas énorme parce que j'ai un SSD en RAID. C'est pas toujours le cas, mais...
Et enfin, ça je vais quand même vous l'exécuter pour vous montrer que ça marche. Hein. Le V5, donc c'est celui qui a le column store. Bon, il ne devrait pas tarder à se... J'avais dit combien pour la V2? Pour la V3, j'avais dit 79 secondes. Ça fait 1 minute 19. Bon, on ne devrait pas en être très loin. Voilà, 1 minute 14. Et pour le column store index, voilà, on a le résultat instantanément. Tout simplement parce que là, il utilise le même ratio de compression quasiment que celui des CSS. Partitionner la table, est-ce que ça va... Ah, elle n'était pas par défaut, je l'ai partitionné. Ça va aider parce que, alors, notamment sur la partie 2014, vous avez du stream qui se fait en parallèle sur les partitions. Chose qui ne se faisait pas forcément avant. Donc oui, partitionnez votre table. Alors, l'objectif, c'est pour... Partitionner, ça permet principalement deux choses. Pouvoir lancer plusieurs threads de lecture et surtout les splitter sur des disques différents. Et le gros gain, il ne se fait pas sur les threads en parallèle, il se fait sur les disques. Sur les Faites l'essai chez vous si vous avez juste deux disques. Hein. Partitionnez en deux votre table, vous la mettez une partie sur un disque, une partie sur l'autre, et faites le même test avec tout sur le même disque. C'est un test relativement simple et vous verrez que le gain, il est là. Il est sur le hardware. Donc effectivement, moi j'ai partitionné, elle ne l'était pas à la base parce que j'ai jugé que le partitionnement, quand on passe un certain nombre de millions de lignes, il devient obligatoire. Donc là, on a finalement un K3. Problème de touche mage. On a finalement un K3 pour lequel on s'en sort avec les deux, mais pas au prix du même temps de développement. Côté SSAS, je ne vous ai pas construit l'agrégation en live, j'ai eu 2 cases à cocher, à faire. Plus un déploiement, mais bon, ça c'est anecdotique. Côté SQL, il va falloir que je gère de l'index. Et ça, c'est pas pareil en termes notamment d'espace disque et d'utilisation de la RAM. Parce qu'on est habitué à gérer de la RAM sur SSAS, grosso modo, il y a 80 Go, il prend tout. Hein. Côté SQL, on n'a pas les mêmes problématiques quand même. Donc le temps de dev n'est pas très différent entre la solution sur SSAS et SQL. Par contre, en termes d'admin derrière, SSAS, vous n'avez quasiment rien à faire. Côté SQL, vous allez devoir gérer vos index. Donc finalement, on s'en sort avec les deux. Le K4, donc c'est le K3, mais avec quelques opérations supplémentaires. Là, je vais volontairement passer rapidement dessus, parce que c'est de la présentation de possibilités du moteur SSAS. On l'a fait, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais Feu François et Romuald avaient fait une session il y a 5 ans de ça au Tech Days pour mettre en avant les possibilités oubliées des SSAS. Non pas que François soit mort, hein, mais il est devenu... non. Je voyais qu'il y en a qui s'inquiétaient. C'est juste qu'il fait un autre métier maintenant pour lequel il a choisi de gagner de l'argent. François, si tu m'entends. Non, je plaisante, il est toujours excellent sur le moteur. Donc si on a ces besoins-là, notamment pouvoir gérer des langues, bon bah ça les traductions SSS le font nativement. Alors, sécuriser l'accès aux données en fonction des utilisateurs, j'en ai parlé rapidement, le RLS sur 2016 le fait, pas au même niveau qu'SSAS, mais on commence à avoir des choses qui s'y apparentent. Offrir la possibilité d'un accès à des rapports contenant des informations en dehors du périmètre de la base. J'ai essayé de trouver la phrase la plus simple possible pour vous définir ce que c'était qu'une action. Bon, c'est une action, tout simplement, c'est une action SSAS. Et organiser les axes d'analyse hiérarchiquement. On peut le faire côté SQL, mais ça se fera via du dev côté outils de restitution, parce que les données hiérarchiques côté SQL, ça existe, mais c'est absolument pas utilisé, et surtout, le rendu, il n'est pas automatique côté TCD. Alors que sur SSAS, vous avez une hiérarchie dans votre dimension, et ça, c'est quelque chose qui fait vendre une base à lui tout seul, hein, l'organisation hiérarchique des infos. Donc ça, c'était mon K4. Donc clairement, là, on va avoir besoin d'SSAS. Ah, je voulais renommer je voulais l'appeler le casse-pied, parce que je me suis dit que c'était un petit peu trop vulgaire, et puis bon, comme c'est à peu près la seule blague de ma session, je l'ai laissé. Donc le dernier cas, qui est le casse-couille. En plus du cas numéro 4, on a besoin, donc en plus de l'analyse de haut niveau, on a besoin de faire une analyse fine, c'est-à-dire faire par exemple du suivi de commande. Parce que là, côté SSAS, c'est cool, je sors un chiffre d'affaires par mois, par pays. Bon, ça fonctionne très bien si je le sors par client, ça fonctionne très bien si je le sors par quartier, ça fonctionne très bien si je le sors par pâté de maison. Par contre, si je commence à faire du suivi de commande, là, c'est pas la même. C'est pas la même. Alors, j'ai essayé de vous le faire, et en fait, c'est peine perdue, parce que je n'ai que 12 Go de RAM sur ma machine. J'ai créé une DIM order. J'ai pas le choix. Si je veux commencer à croiser mes infos pour avoir de l'information de commande sur SSS, il faut que je crée une DIM order. Donc j'ai créé une DIM order full molap,
Je pense qu'elle a mis 45 minutes à se processer parce qu'il y a 150 millions de commandes à rapatrier dans une dimension. Et puis j'ai fait mon petit select MDX, hein, F5, j'attends 5-6 minutes et je me prends un overflow. J'ai pas assez de machine en fait, j'ai pas assez de RAM sur ma machine pour qu'SSS remonte la structure en RAM et fasse ses calculs. J'aurais dû l'essayer avec un périmètre de données plus restreint, mais j'ai été pris de court par le temps. L'autre solution, on se dit, bah, très bien, bah, plutôt que d'avoir la DIM en MOLAP, on va la mettre en ROLAP. Le problème, c'est qu'il y a une limitation côté SSS qu'on peut bypasser via un paramètre, mais de toute façon, la limite existe quand même. Il y a une limite sur le nombre de lignes que va traiter le moteur en ROLAP. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez votre couche de metadata côté SSAS, vous avez votre couche de données côté SQL Server, et en mode ROLAP, mais il va aller faire les selects qui vont bien. Mais vous conservez la couche de metadata pour, par exemple, présenter ça sur un TCD Excel. Et bien, le nombre de lignes qu'il va être capable de traiter en ROLAP, le nombre de lignes qu'il va être capable d'aller chercher, il est limité par le moteur. Et 150 millions, c'est beaucoup trop pour lui. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas d'autre choix que de rester avec des performances moins bonnes, mais en full SQL, comme on a pu le faire tout à l'heure. Bon, je pourrais m'amuser à écrire une requête en com. Je vais juste rajouter un paramètre. And f.orderNumber. Vous en avez pas un que vous connaissez par cœur là? C'est SO quelque chose. Alors ça va pas m'aider, tu vois. Voilà, celui-là par exemple. Donc bien évidemment, j'utilise ma table Column Store. Hein. Donc même avec la table Column Store, ça va prendre un peu de temps. Je crois que ça tourne à peu près à la minute. Ah, moins que ça. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas de data, mais donc l'année ne doit pas être suffisante. Donc il y a des données qui me sont ressorties, alors qu'SSAS est incapable de vous les sortir. Ah, c'est 2014. Donc là, il n'y a pas le choix. Malheureusement, SSAS n'est pas capable de gérer les dimensions, les dimensions de ce niveau-là, en tout cas. Je ne l'ai plus en tête. Je l'ai plus. Ouais, je me demande si c'est pas autour de 40 millions. À la Société Générale, on avait... il y en a un qui... Société Générale. Il y avait une dimension, parce qu'à la Société Générale, ils avaient fait une dimension des ordres passés par les traders. C'était 20 millions. Et ça passait encore, mais inexploitable, mais ça passait. Voilà, là il a mis 6 secondes, ce qui est pas déconnant en 6 secondes. Donc là, malheureusement, pour ce cas-là, on va dire être capable de faire des analyses de haut niveau avec à la fois un aspect performance et un aspect suivi granulaire très fin. Bah, soit on s'amuse à coupler les deux, à avoir une analyse côté SSAS et une analyse côté SQL, soit on se retrouve avec finalement un... C'est moi ? Ouais. Soit on se retrouve finalement avec un outil qui est le Column Store Index côté SQL que je trouve de plus en plus séduisant. Et vous avez vu la session de Charles-Henri ce matin, il en a présenté quelques... Charles-Henri et Christophe d'ailleurs, les deux. Dans les deux sessions, ils ont présenté les avancées autour de cet outil, mais le Column Store Index, ça devient quelque chose d'extrêmement puissant. Il manque à la partie SQL toute la partie metadata, mais on avait présenté une session l'année dernière, où on faisait des différences de perf entre le MOLAP et le ROLAP sur du Column Store Index. Et on s'aperçoit que pour gérer ce genre de cas, du ROLAP sur du Column Store Index, à condition que la dimension ne soit pas énorme, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc voilà, donc pour ce cas-là, on est sur un modèle hybride ou alors sur du full SQL, mais on n'a pas l'aspect metadata. Donc là, c'est un petit slide de résumé sur la différence entre du SSAS et du SQL. C'est un résumé de ce que j'ai dit, donc analyse de haut niveau côté SSAS, gestion de transactions unitaires, mais pas que, ça commence vraiment à évoluer le moteur. Par contre, ça c'est une différence auquel je tiens beaucoup. Généralement, les bases SQL, qu'on va appeler en forme normale, les bases SQL normalisées, c'est conçu par des informaticiens pour répondre à des besoins applicatifs et techniques précis. Non-redondance d'infos, performance, unicité, des choses comme ça. Quand vous concevez une base SSAS, la première chose que vous faites, c'est aller voir le métier. Qu'est-ce que tu fais comme analyse? Quel axe d'analyse tu utilises? Quel indicateur tu souhaites suivre? À quel niveau de granularité? Donc il y a vraiment
deux conceptions de base qui sont différentes, même si si on commence à faire des bases d'analyse côté SQL, forcément on va se rapprocher des clients pour construire des tables qui vont être en corrélation avec leurs besoins. Mais c'est une des raisons qui font que les DBA sont vraiment généralement des DBA, derrière un bureau et derrière leur instance 24/24. Quand on commence à faire du développement décisionnel, on est tout de suite mis en avant et mis en front du client pour justement essayer de répondre à son besoin. Donc voilà, j'ai pas trop d'éléments, j'ai 5 minutes d'avance, c'est parfait. Voilà pour une rapide présentation, donc on a quand même parlé un petit peu de performance. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je mets quand même le slide de fin. Je reviens un petit peu sur la compression dont tu parlais pour... Côté SSAS? Ouais. Oui. Parce que tu disais, du coup, c'est par rapport à la densité, il va pouvoir compresser... toi, à la redondance d'infos, ouais. En fait, c'est la... réussi à compresser. Mais c'est un peu ce qu'on nous vend avec du column store index. Exactement. Donc en fait, ça existait déjà plus ou moins. Ah ouais, non, mais quand je dis, WinZip, c'est pareil. Hein. C'est WinZip, faites un fichier où vous avez 1 milliard de fois le A qui fait 1 giga, il va vous compresser ça. Alors, je vous redonnerai si ça vous intéresse, mais j'avais expliqué vraiment comment fonctionne la compression l'année dernière au JSS. Et ça se base sur la redondance d'infos. Les algos appliqués ne sont pas les mêmes, mais la base de calcul, c'est quelle est la redondance de mon info, comment je peux synthétiser l'info. Ça se base effectivement là-dessus. Pas de questions là-dessus? C'était plus cool. J'ai vraiment essayé de faire attention à ça. Hein. Ouais. Je voulais vraiment faire essayer, j'ai vraiment fait attention à ne pas pousser le truc trop loin et vraiment présenter les deux caractéristiques du moteur en fonction des besoins. Quoi. Comme ça, là, on va dire à tout le monde que c'était cool, qu'il faut la faire, et au JSS, boum, t'es clair. Voilà. D'ailleurs, alors, en parlant de ça, au JSS, j'ai commencé, avec nos collègues, on va se soumettre, je pense, des sujets. Ils sont pas encore au courant, mais comme ça... J'ai déjà un sujet en tête, mais si jamais vous avez des choses... Je l'avais fait sur mon blog, mais ça n'avait pas eu beaucoup de succès. Si vous avez des envies de sujets dont vous souhaiteriez avoir des infos supplémentaires, si ça peut donner lieu soit à un article de blog, soit carrément à une session au JSS, une chose que vous voulez voir, mais que vous n'avez pas le temps de voir, alors, autour des SQL Server, hein. Commencez pas, là. On pourrait imaginer plein de choses, on a tous des hobbies tellement différents. Si tu fais un dump du base, tu peux l'optimiser. Ton temps libre. Des sujets intéressants. Non mais voilà, donc on a des sujets pour les JSS qu'on va soumettre quand on aura une deadline de soumission. Sur le blog, on va avoir un blog Scopit, vous ne l'avez pas encore, parce que j'ai traîné un peu sur l'écriture du premier article. Mais n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur, pas sur Tabular ou ce que vous voulez, sur Power BI, bon, même si ça c'est un peu moins mon truc. On a d'autres personnes intéressées sur le sujet. Si vous avez quelque chose que vous avez envie de voir au JSS, n'hésitez pas à le faire. Enfin, n'hésitez pas à nous envoyer un mail là-dessus, quoi. Ça nous ferait plaisir d'avoir quelque chose qui répond à des attentes et non pas un sujet choisi unilatéralement, quoi. Une petite question, quelles sont les techniques ou bien les pistes à suivre pour bien optimiser le requête MDX? À part SQL Profiler. Alors, non. Le profiler, je l'utilise pour le processing. Pour les requêtes, moi j'utilise MDX Studio. Voilà. Après. C'est pas les recommandations, c'est pas. Parfois, c'est pas. T'as un exemple en tête là? Je sais pas, mais je l'ai utilisé en fait, ça fait 3 ans, 10 ans. Et voilà. Logiquement, il te sort des compteurs de performance. Oui, mais... Notamment le nombre de subcubes et le nombre de cells calculés. C'est les deux principaux. Hein. Si tu te retrouves avec, je sais pas, 1,5 milliard de cellules calculées et que ta requête a duré 30 minutes, bah, tu sais qu'en fait, il n'est pas en mode block computation, c'est qu'il passe sur trop de petites cellules. Donc tu as certainement une fonction à un moment donné qui te demande de recalculer chaque niveau de cellule. Je te donne cet exemple-là, il y en a 1 milliard. Hein. Il y a le numéro de téléphone, là, tu peux l'appeler. Ouais, vous allez tomber sur notre secrétaire Charles-Henri,
C'est chez lui, donc n'hésitez pas, appelez-le la nuit. C'est vraiment chez lui en plus. Hein. Les locaux arrivent, mais c'est pas encore fait. Comment? Ouais, exactement. Ouais, le serveur Scopit est sous sa télé. Donc voilà. Donc j'ai lancé un appel à candidature pour venir chez nous, un appel à candidature pour des sujets de session. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On serait ravis. Une session sur la DX Studio, ça serait pas mal. Ah bah. Je sais pas trop, enfin, tout le monde a regardé Pro 2, mais on sait pas l'analyser. On sait pas analyser les compteurs en fait. L'outillage du développeur DX. Ah, c'est une bonne idée. Franchement, Il faut... Un NVI avec des tests. Voilà. Je ferai ça avec Monsieur Charlier. Ok. Bon, bah pourquoi pas, c'est une bonne idée, j'y ai pas pensé. Bah voilà, il me reste à vous remercier.